On se retrouve là au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux pour parler des rendez-vous agri-méthanisation et nous allons parler des sols, des cultures et de la méthanisation. Autour de la table, des experts en la question et on va essayer déjà de définir un peu ce sujet. Sol, culture, méthanisation, quels sont les liens entre ces trois termes, Julie Constantin ? Alors, en fait, il y a un lien qui est assez évident, c'est les sols et les cultures, puisqu'on fait pousser les cultures sur du sol. En fait, ces cultures, elles peuvent être ensuite utilisées pour faire du biogaz, donc d'aller dans les méthaniseurs pour produire du gaz naturel. Et ensuite, à partir de cette production, il y a ce qu'on appelle quelques résidus qui s'appellent des digestats, qui peuvent servir de fertilisants et donc retourner au sol pour venir fertiliser les cultures. Effectivement, donc là, tout le monde autour de la table va pouvoir nous dire un peu et nous guider là-dessus. Bon, la méthanisation, la région Nouvelle-Aquitaine est plutôt à la pointe, je crois, dans ce secteur-là, Guillaume Rioux. On rappelle, vous êtes vice-président de la région. Oui, à la pointe, en tout cas, nous y essayons. La question, peut-être, moi je vous propose de dézoomer peut-être un. Oui, prenons un peu de recul. Oui, parce qu'il faut quand même contextualiser le pourquoi de la volonté de la région d'aller vers un scénario 30% de biogaz à l'horizon 2030 et 110% presque exportateur à l'horizon 2050. La région Nouvelle-Aquitaine, située en France, la France en Europe, l'Europe dans le monde, notre civilisation a carboné notre atmosphère avec les conséquences de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, les conséquences de dépendance d'importation. Rappelons que 60% du déficit de notre balance commerciale extérieure est généré par l'importation de matières fossiles. Donc on a ce devoir, pour des raisons de développement économique, pour des raisons de canal de prix, pour des raisons de rupture qui ne sont pas possibles sur le gaz, sur l'ensemble des énergies, de devoir développer nos énergies renouvelables. Le biogaz est une des stratégies du développement des ENR et nous avons pour ambition, c'est inscrit dans notre schéma directeur, notre SRADET, dans notre feuille de route Néoterra, d'aller vers 50% d'ENR à l'horizon 2030. C'est demain, finalement. C'est demain, c'est dans 5 ans. Une des composantes, c'est effectivement, à côté de l'électrification de nos usages par les ENR, l'éolien, le photovoltaïque. Il y a la question des calories, la question de la production de chaleur avec la géothermie, avec le bois, par exemple. Les technologies de demain autour des nouveaux carburants, de la méthanation, de la pyrogasification, évidemment de la question hydrogène. Et puis, il y a la question du gaz. On sait que du biogaz, c'est 30% moins émetteur que le gaz gris, le gaz d'extraction fossile, et qu'on a la possibilité, parce que nous avons un schéma régional biomasse qui nous démontre que nous avons 45 millions de tonnes de disponibilité, dont 15 sans altérer les autres usages qui pourraient être méthanisés, ce qui nous amène à, pour obtenir ces 30% du biogaz, d'avoir environ 280 méthaniseurs, micro-méthaniseurs installés en région pour représenter 11 TWh de production. Voilà un petit peu le projet global que nous avons avec. Donc vous voyez bien, c'est très objectivé du point de vue technique et scientifique pour de bonnes raisons, notamment de développement économique. Aujourd'hui, j'allais demander, vous disiez, vous parliez de chiffres, plus de 200 méthaniseurs donc, dans quelques temps. On en est où ici en Nouvelle-Aquitaine ? Aujourd'hui, c'est environ 140 microméthaniseurs, essentiellement dans les exploitations agricoles, bien que nous accompagnions, par exemple, ici sur le port de Bordeaux, nous avons inauguré un méthaniseur avec des issues de l'agroalimentaire de la ville de Bordeaux, des déchets ménagers. Mais l'essentiel de notre axe se fait autour de la production à la ferme, en partenariat avec les chambres d'agriculture, en partenariat avec Valeurs Agri-Méta, et voilà, donc avec du retour d'expérience sur ce qui a déjà pu se faire. 140 méthaniseurs aujourd'hui en fonction ou dans les tuyaux.
Mais justement, un méthaniseur, Aurélien, vous en avez un. Et expliquez-nous un peu, c'est un micro-méthaniseur en fait, vous aussi, c'est ça? Expliquez-nous un peu ce que vous êtes agriculteur en Deux-Sèvres. Tout à fait. Donc oui, à l'échelle industrielle, on appelle micro-méthaniseurs nos méthanisations agricoles à la ferme. En réalité, c'est sur des échelles de 100 à 130 normaux mètres cubes de gaz par heure en capacité de production. Donc on parle de petite industrie dans nos exploitations. Donc effectivement, oui, je suis agriculteur méthaniseur sur la commune de Ménigout, Sensé, donc entre la Vienne et les Deux-Sèvres. Et donc à la ferme, on a des moutons, on a des bovins, et puis on a des céréales, des intercultures pour la méthanisation et les moutons, et la méthanisation. Et dans le même temps, je représente Valeurs Agri-Méta, qui est une association, une antenne de l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, et qui représente sur la Nouvelle-Aquitaine, donc sur environ 16 départements, plus d'une centaine de méthanisations. Et notre objet, c'est de fédérer ces méthaniseurs, de les représenter au niveau régional, et après de les soutenir par la formation, par les montages de projets, par la création de services ou de présentations sur site. Donc voilà. Très bien. Justement, méthaniseur, on parle de méthaniseur, on parle de sol également. Expliquez-nous un peu votre rôle, vous, à l'INRAE, au niveau des sols. Vous guidez ces agriculteurs. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, nous, ce qu'on fait à l'INRAE, c'est on étudie ces systèmes du coup, pour produire des connaissances sur les impacts d'introduire de la méthanisation dans des exploitations, donc l'impact que ça peut avoir sur la production de culture, sur la vie des sols, sur le potentiel de ces sols à stocker du carbone et donc à lutter contre le changement climatique, par exemple. Et les systèmes de culture qu'on met en place finalement pour faire en partie de la méthanisation, mais aussi de la production alimentaire. Et quels sont leurs impacts sur la ressource en eau, sur les consommations d'eau, mais aussi sur la qualité de l'eau du point de vue de la pollution des nitrates, par exemple. Exactement. Sylvain, vous êtes animateur bioressources. Ça veut dire quoi, ça, chez Arvalis? Ça veut dire qu'on produit, on essaie de produire des conseils pour les agriculteurs, pour les guider dans leur production, qu'elle soit alimentaire ou non alimentaire, et pour assurer cet équilibre-là, ce qu'on appelle des bioressources. Donc c'est des cultures, toutes choses qu'elles soient principales ou intermédiaires, qu'on va pouvoir valoriser dans différentes filières. Et on va regarder en effet quels sont leurs impacts à la fois techniques, économiques et environnementaux, notamment sur l'eau. Donc Sylvain, vous travaillez finalement avec l'INRAE, avec des bureaux d'études comme ça, pour en apprendre un peu plus sur les méthodes, c'est ça? Complètement, on sert de leur expérience et puis de leur recherche appliquée pour nous mettre en phase sur le terrain avec nos modèles différenciés par les types de terres, par les régions, par la pluviométrie, le climat. Mais effectivement, on s'est basé sur les travaux qui avaient été faits pour essayer de créer des modèles à peu près vertueux, dans le sens où on implante des intercultures systématiquement qu'on utilise soit pour l'élevage, soit pour la méta, ce qui nous permet, dans notre type de terre, d'avoir des zéro sol nu. Donc, qui dit zéro sol nu dit structure du sol, dit captage des ressources en eau et puis qualité de l'eau par l'absence ou le captage des nitrates. Donc pour le coup, on arrive à adopter un modèle qui nous paraît un peu plus robuste, qui nous aide à diversifier nos ateliers sur les exploitations agricoles. Justement, on parle d'interculture, etc. Comment on fait pour méthaniser? Il y a un mode d'emploi, j'allais dire, Sylvain, peut-être, les intercultures, etc. Il faut des choses assez spécifiques. Alors, la méthanisation, le mode d'emploi de la méthanisation, déjà, on fait fermenter, donc on met la biomasse ou des effluents. À la base, c'est énormément de déchets, donc on va déjà valoriser tout ça. On le met dans un milieu sans air et ça va fermenter, donc ça va produire du méthane et du CO2 qu'on va pouvoir valoriser en énergie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Donc, ce sont des effluents ou on peut y mettre aussi des intercultures. Les intercultures, c'est quoi? C'est des productions, des couverts que l'on va venir introduire entre deux cultures principales. Donc, dans la région, on a du blé, du maïs, du tournesol. Donc, entre chacune de ces cultures, il y a du temps avec du sol nu ou du sol couvert réglementairement, parce que la réglementation demande de les couvrir. Et l'idée, c'est plutôt d'enfouir ces couverts. Est-ce qu'on ne peut pas les valoriser dans la méthanisation? C'est ça, donc on essaie de les faire digérer dans un méthaniseur
et qu'en plus, elles aient des services pour ramener du carbone au sol et des éléments minéraux, comme le disait, avec le digesta, comme le disait Julie. Le digesta, vous pouvez nous en dire quelques mots, Julie, un peu après coup. Comment on l'utilise après et qu'est-ce que ça apporte en fait au sol? En fait, quand on fait de la méthanisation, qu'on produit du biogaz, donc comme disait Sylvain, il y a du méthane qui est produit, du CO2, et il y a une partie du carbone qui était de la biomasse végétale à la base ou des effluents d'élevage qui n'est pas méthanisable, donc qui reste dans ce qu'on pourrait appeler le déchet du méthaniseur, mais il va aussi garder tous les nutriments, donc l'azote, le phosphore, le potassium, et tout ça, en fait, c'est des éléments nutritifs pour les plantes. Donc on l'utilise comme un engrais organique, comme un lisier par exemple, et on vient les pendre sur les champs et ça permet de fertiliser et ça peut limiter les apports de fertilisants minéraux. Ça peut venir les remplacer en partie. L'agriculture, en fait, contribue. Les agriculteurs contribuent un peu, en fait, en réinjectant pour le grand public, etc. Vous avez un rôle, mine de rien, pour tout le monde. Pour le coup, la méthanisation reste une variante de l'agriculture, puisque sans sol, sans agronomie, sans agriculteur, il n'y a pas de méthanisation. Donc nous, c'est typiquement incorporé dans notre modèle d'exploitation, au même titre qu'un autre atelier végétal ou animal qu'on pourrait avoir. Donc oui, effectivement, c'est complètement imbriqué. Guillaume Rioux, tout ça a un coût, sans doute. Vous, la région, vous soutenez en fait toutes ces démarches. Expliquez-nous un peu comment vous les soutenez. Alors, on les soutient d'abord en faisant la promotion avec les partenaires dont je vous parlais tout à l'heure, que sont notamment les chambres d'agriculture, avec des animateurs, des animatrices qui démarchent, entre guillemets, si on veut, les producteurs. Donc, il y a une pré-formation, puis une formation. Dans un deuxième temps, nous finançons les diagnostics. Ça a un coût. Il faut financer les études pour savoir où on va, quelles sont les disponibilités de biomasse, par exemple, quelles sont les disponibilités de ressources humaines également, de compétences, de formation. Tout ça, c'est un long parcours. Et puis, dans un temps, une fois qu'on passe à l'action, c'est l'investissement. Voilà. Donc, tout ça nous amène à environ 10 millions d'euros d'investissement par an sur l'objet méthanisation. C'est pas rien, c'est une grosse part de notre investissement au sein de la direction énergie-climat à la région. Et c'est important, justement, ça permet d'ancrer une dynamique, de soutenir une filière, c'est ça? Bien sûr, oui, ça permet surtout d'opérer cette transition dont je vous parlais tout à l'heure et des intérêts un petit peu macro. Mais tout ça n'est pas sans risque, y compris sans risque politique. Donc il faut bien paramétrer. Et dans cette équation, il faut, je vous le disais, des matières fermentées cibles, des compétences humaines, des infrastructures. Et qui dit infrastructure dit empreinte sur les territoires, empreinte spatiale, empreinte paysagère et éventuellement, et assez souvent, empreinte hydrique. Donc il y a dans l'équation, pour réussir le projet à chaque fois, et on le voit sur l'ensemble des développement d'énergie renouvelable sur les territoires, une nécessaire interlocution territoriale. S'il n'y a pas de dialogue territorial, les projets peuvent aller à l'échec. Et notamment sur la question hydrique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, puisqu'on parlait de biomasse et d'interculture, assez souvent, selon les régions, selon le système pédoclimatique, nous devons envisager d'avoir recours à l'irrigation. Et qui dit irrigation, dans certaines régions, là encore, dans certaines sous-régions, dit disponibilité à partir de réserves de substitution, par exemple, ou d'ouvrages de stockage, quel qu'il soit. Alors l'ouvrage de stockage, en plus, il peut être dimensionné dans la roche. On peut l'approcher de plusieurs manières. Mais en tout cas, ça nécessite vraiment une objectivation, là encore, technique et scientifique pour apaiser le territoire sur le développement des ENR. On parlait de l'eau, c'est essentiel dans la culture, aussi bien pour l'interculture, etc. Vous en connaissez un peu, Julie, vous pouvez rajouter un élément là-dessus? Oui. L'eau est indispensable pour que les plantes puissent pousser, ça c'est une évidence. Et je dirais que ce qui est crucial, c'est qu'il y a aussi l'importance de la période à laquelle la plante a besoin d'eau.
Et il y a des périodes critiques, comme en été, où la ressource est beaucoup moins disponible et là où il peut y avoir de la pression sur la ressource. Et qu'il y a des bonnes pratiques, notamment pour mettre ces cultures intermédiaires en interculture, qui permettent d'éviter ces périodes de forte sécheresse et donc de les implanter dans des moments où on a plus de chances d'avoir de l'eau, où elles aient une bonne alimentation hydrique, et d'essayer au maximum d'éviter le recours à l'irrigation, même si dans certains cas, ça peut être une option intéressante. Je vais revenir aussi sur le rôle des intercultures. Finalement, quels sont leurs rôles? Interculture, ça veut bien dire, hein, c'est entre des cultures. Expliquez-nous aussi ce que c'est exactement pour les néophytes. Alors, comme le disait Sylvain, on a des cultures principales, hein, ce qu'on disait, le maïs, le tournesol, le blé qu'on voit couramment dans les champs. Et il y a des périodes pendant lesquelles on ne cultive pas. Donc c'est ça ce qu'on appelle ces périodes d'interculture. La plupart du temps, ces sols ils sont laissés nus, donc avec des risques d'érosion qui peuvent faire des coulées de boue, par exemple, avec des risques de pollution des eaux, puisque en fait, les plantes captent d'habitude les nutriments. Et si on est sur des sols nus, les nutriments partent dans les nappes. Et donc l'idée, c'est de mettre des cultures intermédiaires pendant ces intercultures, donc des couverts végétaux qui vont se développer, qui vont piéger ces nutriments et qui vont permettre de les restituer à la culture suivante et donc de garder tous les nutriments dans le champ. Exactement. Donc c'est important d'avoir toujours un couvert finalement, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Et là, l'idée de la méthanisation, c'est que tous ces couverts, ils rendent des services. Ils ne sont pas récoltés, mais ils rendent des services, comme je disais, du point de vue du carbone, du point de vue de la limite de la pollution, notamment à l'azote. Et là, l'idée, c'est aussi qu'en plus, ils viennent produire de l'énergie renouvelable en remplacement des gaz fossiles. Exactement. Justement, on parlait des coûts juste avant avec Guillaume Rioux. Aurélien, vous avez eu des aides vous aussi pour votre installation. Comment ça s'est passé? Oui, la région, et en partenariat avec l'ADEME, nous a aidé de l'ordre de 10 à 15% de notre projet de base. Donc les projets de base moyens, c'est quand même 6 à 7 millions. Donc nous, c'est des très très gros projets pour l'échelle de nos exploitations agricoles. C'est pas complètement anodin un projet comme ça. Donc pour le coup, nos partenaires politiques ont très bien compris la vertu environnementale et l'importance de la transition écologique. Donc ils sont assez porteurs de ce type de projet, sous réserve que ça soit fait intelligemment, bien entendu. Je vais un peu vous chercher, on dit souvent agriculteur pollueur, mais en fait finalement on voit qu'on essaye de gommer un peu cette étiquette-là. Rétorquer cette image, mais enfin on est à peu près les seuls à militer et puis à travailler sur le terrain, donc je suis plutôt fier de faire ce que je fais sur l'environnement. Après tout est sûrement pas parfait, mais on a de l'élevage, on a des haies, on plante des haies, on entretient les arbres, on crée du biogaz, on crée du biométhane, donc le système il est plutôt de mieux en mieux. Oui, puis vous aimez la nature, vous aimez la terre, vous la respectez. J'ai l'impression en vous écoutant parler. Justement, sur un peu le côté environnement, sur les méthaniseurs, vous pouvez rajouter quelques éléments, Sylvain, sur ce côté-là aussi interculture. Quels sont ses apports et comment vous guidez les agriculteurs avec ça? Ici, on en voit beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu réticents aussi Alors, des cultures intermédiaires, on en voit et on en voit de plus en plus parce que c'est réglementaire. Il y a une directive qui oblige à couvrir les zones, les sols dans des zones spécifiques et elles sont de plus en plus larges. Et donc l'idée, c'est de remplir. On essaie avec les intercultures de maximiser tous les services. Donc Julie l'a dit, il y a l'érosion, il y a éviter de perdre des éléments minéraux, les nitrates, mais c'est aussi couverture des sols pour stocker du carbone, parce que chaque tonne de carbone que les plantes vont fixer, ça va nous permettre de stocker du carbone dans les sols. Donc oui, on maximise tout cela. En effet, il y a plein d'impacts plutôt positifs et il faut faire attention. Comme toute production, il y a des bonnes pratiques et il ne faut pas aller dans des excès. Et nous, l'idée, c'est d'apporter des recommandations pour assurer tous ces services, et notamment pour les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Il faut que les agriculteurs arrivent à produire suffisamment de biomasse pour rentabiliser. Ça coûte très cher, 6-7 millions d'euros pour rentabiliser l'unité, mais ne pas impacter les productions alimentaires derrière. Donc il y a des bonnes pratiques en termes de date de semis, de date de récolte. On en discutait, c'est la fin de la récolte des cives là, avec les épisodes de pluie que l'on a eu. Donc il y a des bons créneaux à trouver, et nous on est là pour avoir ces bons créneaux et éviter d'avoir
des déboires derrière pour les différentes cultures, notamment la culture qui va venir derrière, ou un maïs ou un tournesol de ce genre. Vous avez employé le terme cive, vous pouvez l'expliquer un peu? Non, mais c'est normal. Cive, c'est une culture intermédiaire à vocation énergétique. Si vous voulez, il y a des cultures intermédiaires qui sont enfouies, c'est les cultures réglementaires, et des cultures qui sont exportées, soit pour l'élevage, soit pour l'énergie. Et nous, pour la méthanisation, c'est ce qu'on appelle des cives. Désolé. C'est bien d'expliciter un peu les termes. Les cives, donc vous confirmez, là, vous êtes en train de les récolter en ce moment? Oui, cette année, avec les conditions météo, ça nous a permis de le faire assez précocement. Donc, c'est à peu près fini les chantiers de récolte. Et là, on finit les chantiers d'implantation de culture de printemps. Donc, la culture qu'on vient implanter derrière la cive. Et alors, pour nous, notre cas de figure chez nous, ça représente une très petite partie de la ration, parce qu'on met 2/3 de notre ration annuelle, qui représente 11 000 tonnes, d'effluents d'élevage. Donc les effluents d'élevage sous les moutons, sous les bovins et sous les chèvres. Oui, j'allais vous dire que vous avez répondu à la question. Qu'est-ce que vous mettez dans le méthaniseur? Donc beaucoup d'effluents d'élevage. Plus de la moitié d'effluents d'élevage. Donc nos fumiers qui historiquement étaient stockés en bout de champ. Donc là, on les passe dans la méthanisation. Au bout de 80 jours de présence, de temps de séjour dans le méthaniseur, on récolte le gaz. Après, on l'enlève, on l'extrait, puis on les remet en fertilisation dans les champs, quoi. Et après, le reste, c'est des intercultures, donc des cives, et un peu d'issus de céréales, donc les déchets de céréales, en partenariat avec les coopératives et les négociants locaux. Très bien. Guillaume Rioux, l'ambition de la région, là, vous l'avez dit, hein, c'est très ambitieux, hein, je crois, c'est plus de 200 méthaniseurs, c'est atteignable. Je vous cherche un peu, mais dites-nous, parce que c'est demain, c'est pour demain, en fait, c'est plus de 200 méthaniseurs. Oui, mais vous l'avez compris, c'est incontournable, c'est indispensable pour ne plus dépendre des importations fossiles. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on a tourné un petit peu autour depuis tout à l'heure dans notre discussion, mais je pense qu'il peut y avoir des externalités positives extrêmement intéressantes en termes agronomiques, mais ça sera confirmé à faire confirmer par les scientifiques, et nous lancerons des études, comme nous avons lancé une étude hydrique sur plusieurs années, de voir l'impact et comment l'eau peut participer à cet événement. Mais l'eau, on l'aborde dans un état de gestion quantitative. C'est souvent le débat du moment. Il y a un débat qui est en train d'émerger, vous en avez sans doute entendu parler, autour de la question de la qualité des eaux, et notamment sur la question de l'eau potable. Et il se trouve sur des régions comme la vôtre, Adrien, où il y a 52% du territoire du département des Deux-Sèvres qui est composé par des territoires producteurs d'eau potable. Et moi, je pense que les cultures intermédiaires à vocation énergétique peuvent être un réel bénéfice en termes agronomiques pour non seulement piéger les nitrates, la lixiviation, mais aussi pour être un système de rotation agronomique qui permette d'avoir moins recours à l'usage et beaucoup moins recours à l'usage des phytosanitaires et notamment des herbicides. Donc en ce sens, cette alternance, on le sait en agronomie, culture printemps, culture d'été, génère des aménités. Mais tout ça va nécessiter, et ça c'est une des ambitions politiques de la région, énormément, je vous le disais tout à l'heure, de dialogue territorial, de concertation et finalement de pédagogie auprès de nos élus qui posent la question du va-et-vient des matériels qui parfois sont assez lourds sur ces chemins, pose la question de la production d'énergie renouvelable rurale, et les ENR, dans 90%, sont des énergies renouvelables d'origine rurale. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, dans cette composition de la société, peut-être même de notre civilisation de demain, d'interroger aussi la cité, la ville, avec ses flux financiers, cette zone d'absorption de l'eau potable, d'énergie, d'alimentation, et cette interaction, finalement, cette relation à bénéfice réciproque qui est à reconstruire entre la ville et la campagne. Et moi, je pense que nous pourrons ensemble faire la démonstration que la cité, que la ville, que le tissu urbain ne peut pas vivre sans territoire rural, sans ruralité adjacente, territoire de ressources. Voilà. Donc il y a vraiment cette éducation, presque éducation populaire au sens noble du terme, à mener sur toutes ces questions. Et c'est très ambitieux, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est vraiment un retournement, je pense, de civilisation, parce qu'il faudra bien sortir de cet être carboné et cette terre de la fossilisation, alors que nous avons en surface de la Terre les chaînes de carbone, les chaînes d'azote qui nous permettent d'envisager le vivant sur le long terme.
Bon, mais merci. En tout cas, on va finir l'émission sur ce belles paroles. Merci à vous d'être venus sur le plateau d'AgriWeb TV. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux rendez-vous d'agri-méthanisation.